moi, je suis un des cofondateurs de YouMeal et je dirige YouMeal. YouMeal est une société qui est en fait active dans tout ce qui est traitement de la donnée avec une orientation nutritionnelle et environnementale. Donc, c'est un projet qui a commencé il y a 10 ans déjà au sein de l'Université de Louvain en Belgique. Et depuis 3 ans, la société est créée de manière commerciale et donc on se développe dans en fait tout le secteur alimentaire avec quand même une orientation assez focusée sur tout ce qui est grande restauration collective, chaîne de restauration et aussi tout ce qui est fournisseur, donc grossiste. Super. De ton côté, Rémi, la Belgique est complètement déconfinée au niveau de la restauration. Tous les points de vente ont ouvert déjà, non? Non, ça commence Ça seulement, hein. commence seulement, hein. Ouais, ouais, Ouais. Donc, dans la même logique que la France, hein. ouais, tout à fait, exactement. Xavier? Bonjour à tous et ravi d'être parmi vous. Donc, je suis Xavier Zetoun, je suis un des 3 cofondateurs de ZenChef. Alors, ZenChef, c'est une société qui a été créée maintenant il y a 9 ans et qui a pour mission de permettre aux restaurants de se digitaliser sans perdre leur indépendance. Et donc, on propose plusieurs services. On est très orienté autour de la réservation en ligne, sans commission et sans intermédiaire. Donc, réservation directe qui permet de proposer la réservation en ligne aux clients tout en étant propriétaire des données, tout en gardant donc son indépendance. Et puis, on a d'autres outils, la création de sites, la gestion du fichier client, les avis clients. Et plus récemment, pendant justement la crise et le confinement, on a décidé de se lancer dans le click and collect pour enrichir notre offre et répondre à un besoin des restaurants de l'immédiat et également des menus digitaux avec QR code. Et donc là, on se positionne vraiment comme étant une solution digitale à 360 degrés pour accompagner les restaurants dans le redémarrage de leur activité. Voilà. Et on a On aura 5000 l'occasion d'en reparler, clients. Xavier, mais Ouais, il ouais, faut, bien sûr. tu parles aussi de cette démarche d'entraide et de solidarité que vous avez lancée toutes les semaines avec les webinars qui étaient formidables. Bien sûr, ouais. C'est vrai que alors, j'ai la chance pour une fois d'être participant d'un webinaire, mais j'en ai Alors, animé une petite vingtaine là, ces dernières semaines. Donc, j'avais ta casquette, Nicolas. ouais. Et c'est vrai que bah, nous, dans l'ADN de ZChef, il y a toujours eu d'aider vraiment le secteur, d'essayer d'être en soutien. Et là, on a lancé donc, toute une série de webinaires avec des experts et qui ont très bien marché. On a accueilli plus de 4000 participants. Wow. Voilà, et on a fait intervenir des avocats, des experts comptables, des spécialistes de la communication, vraiment très concret, très pragmatique. Et en plus de notre offre perso de ZChef, on a essayé voilà, d'organiser gratuitement tous ces événements. Formidable. Donc, moi, de mon côté, je vais me présenter rapidement, mais en même temps, je vais partager mon écran pour pouvoir vous faire partager le support qu'on a prévu de montrer pendant cet événement. Je vérifie juste que je puisse me mettre et c'est pas celui-là, excusez-moi, pardon. Donc, moi, de mon côté, je m'appelle Nicolas Nouchy, je travaille dans le food service depuis un peu plus de 20 ans. Attendez, le partage d'écran n'a pas fonctionné, je me remets là-dessus. Dans le food service depuis plus de 20 ans, avec au sein de CHD Expert. CHD Expert est une société qui est spécialisée dans la data. Donc déjà, on a un sujet quand même qui est un petit peu un sujet complémentaire, hein, qui est un sujet assez rigolo de se dire que finalement, nous, on arrive dans l'univers de la data, mais plus au travers des notions de base de données, de fichiers et de l'exploitation de données. Et puis l'insight que je représente plus spécifiquement, qui représente tout l'univers de l'analyse des comportements et de tout ce qui touche à la dynamique d'études sur le marché de la consommation hors domicile uniquement. On a la chance d'être français, européens, mais également internationaux, avec une présence assez forte en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc on a une vision des comportements en restauration qui est assez significative et puis qui est également comparable d'une zone à une autre. On a été également de notre côté, bon à notre niveau, hein, on n'a pas été aussi actif que ZenChef, on a été de notre côté actif pendant cette période pour fournir de l'information. On a également été partenaire d'une action qui était vraiment sympathique, qui s'appelait J'aime mon bistrot et qui continue de fonctionner pendant l'été. Et du coup, bah, en fait, on est actuellement ici. Je vais animer cette conférence, mais de temps en temps, si possible, apporter ma contribution modeste par rapport au niveau de connaissance. Mais en tout cas, pour pouvoir vous donner un peu une vision d'ensemble de l'intérêt de la data et de la restauration. Juste avant, bien entendu, suite à notre présentation, on voulait vous donner juste une dynamique de contexte au sein de CHD. Avant le confinement, moi, j'anime des conférences pour des clients dans le contexte de préambule d'études qu'on vient présenter ou d'accompagnement. On a l'habitude de signifier, d'identifier une grosse partie de mutations, de phénomènes de mutation.
par exemple, mais qui sont bien avant le confinement. Avant le confinement, petit à petit, il y avait un élargissement des instants de restauration. Il y avait de plus en plus de points de vente qu'on pouvait qualifier d'hybrides. C'est le cas d'une boulangerie snacking, d'une brasserie ouverte toute la journée qui va faire monte de la nuit le soir et qui va se repositionner en petit déjeuner. Donc l'idée d'être ouvert à tous les instants. Il y avait l'idée effectivement de nouveaux points de vente avec des nouvelles atmosphères et les food courts et l'émergence des food courts étaient dans cette logique-là. On avait l'idée de la digitalisation qui se matérialisait par l'intermédiaire de nos partenaires qui sont ici, mais aussi par l'intermédiaire des sociétés de livraison, des caisses digitales, toutes les solutions qui sont disponibles sur le marché qui commençaient à émerger. Émergeait également l'apparition de blockbusters, ça peut être le cas du burger dont vous avez beaucoup entendu parler, mais des cocktails, des offres à partager, des planches, du café gourmand, son temps, du jambon beurre fut un moment, et du healthy, qui était les dynamiques, surtout le healthy, le bien-être, qui drivait pas mal de segments et qui poussait chacun de nos opérateurs, chacun de vous à être de plus en plus qualitatif et premium dans votre proposition. C'est développé aussi dans le marché de la restauration, peut-être que certains participants sont concernés, ce qu'on appelle le fast casual, et par l'intermédiaire de chaînes émergentes, mais aussi par l'intermédiaire de restaurants rapides indépendants, qui est cette fameuse restauration rapide haut de gamme, qu'on va qualifier un peu plus haut de gamme. Tout ça, c'était des réalités qu'on pouvait identifier avant le confinement. Et avant le confinement, ce qu'on avait l'habitude de dire, c'est que l'expérience client, le fait d'apporter des solutions et une dynamique dans sa proposition au-delà de l'offre alimentaire, donc le décor, l'atmosphère, les couleurs, l'ambiance, la convivialité, toute cette dynamique qui n'est pas dans l'assiette mais au-delà de l'assiette finissait par représenter près de 50% de la satisfaction. Ce qui pourrait signifier au bout du bout que vous allez avoir un convive qui va revenir d'un événement et qui va dire le lendemain à ses copains « J'ai passé une super soirée dans ce restaurant. Qu'est-ce que tu as mangé ?» Je me souviens plus trop, on a partagé des trucs, mais j'ai passé une très bonne soirée. Donc du coup, on a cette dynamique-là qui était avant le confinement. Je vous laisse imaginer la réalité qui fait qu'après le confinement, il va falloir la recréer, cette atmosphère et cette expérience client. C'est possible, mais avec le Covid, en recréation, il va falloir arriver avec les mesures qui sont mises en place à recréer cette expérience client. Une premiumisation, et il y a le bien-être qui était vraiment cette dynamique de dire je veux toujours être plus qualitativement au rendez-vous, quelle que soit ma restauration, et je veux être de plus en plus bien-être, quelle que soit ma restauration. Des sites qui étaient de plus en plus hybrides, ce burger qu'on a évoqué, mais également le cocktail, les offres à partager. Comment est-ce qu'elles vont se rematérialiser demain dans une approche de post-Covid? Ce snacking qui commençait à se développer, nous sommes nous-mêmes pas mal intervenants dans ce sujet, à publier beaucoup d'informations sur le marché. Et le snacking avait déjà pris une part prépondérante aussi bien au sein des établissements qui étaient prédisposés pour cela, comme la restauration rapide et la boulangerie, mais après au sein de la vente à emporter qu'on pouvait retrouver dans d'autres univers, comme l'épicerie de proximité, et puis d'une certaine façon la restauration rapide, la restauration à table. On sait que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que le confinement déjà a accéléré un certain nombre de comportements. Notre consommateur, dû au confinement, ne fonctionne plus de la même façon. On sait qu'on va avoir effectivement des univers et des secteurs qui vont souffrir un peu plus que la moyenne et qui vont avoir des difficultés complémentaires à remonter la pente, ce qui ne va pas être évident puisqu'on sait qu'effectivement, il va y avoir des vrais enjeux et des vrais challenges qui ont déjà démarré avant le confinement et qui vont se perpétuer avec le temps. On sait en revanche que de façon certaine que de tout ce qui touche au grid, au local, au premium, au bien-être, au développement durable sont des variables qui vont se maintenir avec le temps. On sait que si on veut croiser des établissements hybrides, dans les prochains mois, on va en croiser. Un restaurant à table qui soit également traiteur, qui offre du petit déjeuner, qui fait de la vente à emporter, qui assure de la livraison, qui est disponible pour assurer une offre en entreprise si possible, qui propose aussi des plats gourmands et familiaux à emporter le soir si on le souhaite, qui a transformé une partie de sa carte pour la rendre plus take-away. Toutes ces notions-là sont des réalités qui vont imposer à chacun de nous de repenser le marché. Je pense qu'il y a pas mal de conférences auxquelles vous assistez aujourd'hui dans le contexte du Food Hotel Tech et qui sont emblématiques et qui vont évoquer ces sujets, et un snacking porté sous toutes ses formes et boosté par le digital. La question qu'il faut se poser, et on va se la poser à partir de maintenant, c'est la valeur apportée par la data et son traitement. C'est quoi la data? Qu'est-ce que c'est l'information? Quel intérêt pour mon établissement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le contexte de cette conférence de Food Hotel Tech. Avant de préambule, j'aurais quand même dû déjà vous dire deux petites choses. Première chose, effectivement, si vous avez des questions,
posez-les pendant sur le chat de Q&A. On va peut-être pas y répondre tout de suite, mais on va se laisser un temps pour poser des questions. Et puis, effectivement, n'hésitez pas surtout à visiter les autres conférences du salon, à parcourir aussi le parcours qui est mis à votre disposition au sein du salon pour rencontrer des experts et des exposants. Et pour ceux qui sont joueurs, qui ont téléchargé par exemple Poker Face pendant la période du confinement, je vous invite à aller faire des rencontres au hasard en utilisant la roulette, qui est un module qui est disponible sur la plateforme. Voilà. Donc, n'hésitez pas à visiter le reste du salon et n'hésitez pas à poser des questions. Maintenant, on arrive dans le vif du sujet avec nos intervenants. Chacun d'entre vous, si vous deviez définir la data et son enjeu aujourd'hui et hier, enfin, disons demain et hier, comment est-ce que vous pourriez l'y apporter? On commence par toi, par exemple, Xavier? Oui, bah, déjà, je suis ravi de voir qu'il y a autant de participants sur un sujet qui peut peut-être faire peur, puisque c'est vrai que le mot data n'est pas forcément quelque chose qui est utilisé dans le quotidien du restaurant. Et pourtant, c'est un sujet qui est primordial. Et donc, peut-être pour essayer de vulgariser, parce que je pense que l'objectif de cette conférence est vraiment, par des exemples concrets, d'essayer de montrer comment on peut l'utiliser, cette fameuse data, pour son restaurant. Pour moi, si je devais résumer, c'est la data finalement, c'est tous les points de contact qu'on va avoir avec un client et qui, grâce à Internet et grâce au digital, se sont multipliés et du coup créent une opportunité de mieux connaître ses clients, de mieux les servir, d'adapter plus rapidement son offre à la demande, de faire évoluer tous les aspects du management de son restaurant, depuis la gestion, la finance, le marketing, etc. Et, pardon, et de croiser en fait toutes ces informations et de savoir comment les exploiter et d'utiliser les bons outils pour à la fin simplement avoir des clients qui sont plus satisfaits et avoir une meilleure rentabilité et un meilleur chiffre d'affaires pour son restaurant. Voilà, si je devais le résumer le plus simplement, ce serait de cette manière. Donc, on dirait d'une certaine façon, en fait, la data n'est pas seulement faite pour le folklore, elle est faite aussi pour pouvoir optimiser, améliorer sa rentabilité et mieux gérer son établissement. Complètement. C'est pas un truc de développeur informatique. Évidemment, ce sont ceux qui sont les plus à l'aise. Mais aujourd'hui, en 2020, il y a des outils qui permettent simplement de collecter, d'exploiter, de prendre des décisions grâce à la data sans être informaticien. OK. Rémi, de ton côté, est-ce que tu as des compléments à apporter pour toi, la vision de la data, qu'est-ce que c'est et Oui, qu'est-ce que ça va apporter dans le futur? oui, oui, tout à fait. Donc, je rejoins tout à fait les propos de Xavier. Moi, ce que je trouve, c'est que la data, c'est aussi aujourd'hui, dans ce secteur, c'est un énorme potentiel qui est largement sous-exploité. Et c'est assez normal, hein. Je crois que tous les gens qui sont dans ce secteur sont, pour la majorité d'entre eux, pas du tout des experts en data. Donc, ils doivent s'associer à des experts en data et les ponts entre les experts de la data et leur métier sont en train de se bâtir, mais c'est un des secteurs, à mon avis, qui est parmi les plus sous-équipés en outils de traitement de la data. Et pourtant, le potentiel est absolument gigantesque. Et en plus, il n'arrête pas de grossir par rapport au contexte, pas uniquement actuel, mais à l'évolution de l'utilisation de la data par tout le monde, en fait. Donc, il y a vraiment un potentiel qui est largement sous-exploité et pourtant, toutes les briques technologiques sont déjà là. Il suffit de les assembler, de les lier entre elles pour offrir quelque chose d'absolument formidable au secteur. Est-ce que dans la notion de data, on parle souvent de la notion de big data et est-ce que c'est applicable pour un restaurant, cette dynamique-là? Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut préciser cette notion-là, la notion de big data. Est-ce que l'un et l'autre sont connectés? On parle de la même chose, en fait? Le big data, c'est un mot qui englobe plein de choses, hein. Donc, il faudrait peut-être être un peu plus spécifique sur ce que c'est que le big data. Oui. Moi, je pense que enfin, c'est toute la panoplie de la data, le process de la data qui est impliqué dans l'histoire. Après, ça dépend tout à fait du contexte de chacun. Donc, chez certains, ça va être plutôt assembler des flux de data et pas forcément beaucoup de data. Et puis, dans d'autres cas,
Par exemple, on pourrait prendre un très gros traiteur industriel comme Sodexo. Je pense que là, toute la panoplie du traitement de la data l'intéresse. Oui. Donc en fait, après aussi, c'est une question de structure et puis d'envergure. La question qu'on va se poser, c'est que dans cette notion qu'on vient d'évoquer, hein, qui regroupe la notion d'exploitation de la donnée, et l'opérateur va sûrement se poser enfin le participant va sûrement se poser cette question-là, celle qui consiste à dire bah, où est-ce que j'ai de la donnée et comment je peux l'exploiter. Il faut revenir après dans cette notion d'enjeu. On sait que dans la logique de post-Covid, hein, depuis la réouverture des points de vente, partiellement pour Paris et intégralement pour la province, pour ceux qui ont décidé de réouvrir, parce que pour rappel, il y a des points de vente qui, au-delà des fermetures, des points de vente qui pour l'instant ne considèrent pas stratégiquement que ça vaut le coup de réouvrir immédiatement. On voit qu'il y a une multitude de fronts dans lesquels il va falloir œuvrer ou auxquels il faut œuvrer à partir de maintenant, aussi bien dans la configuration de son point de vente que dans la dynamique d'hygiène, aussi bien au niveau de l'offre qu'on doit constituer et de les unités de valeur qu'on doit proposer, c'est-à-dire dans le parcours client, comment je vais proposer cette offre, avec un menu, sans menu, avec un menu digital ou pas de menu digital, avec un menu papier. Enfin, toute cette logique qui tourne autour de l'offre, quel menu, quelle taille, est-ce que le même menu qu'avant le Covid ou pas? Notion d'expérience client, qui est celle de dire qu'effectivement, à partir du moment où je vais hygiéniser mon point de vente, j'ai des risques de le transformer en salle blanche d'hôpital. Donc, retrouver cette expérience client au milieu de tout ça, c'est un enjeu. La notion de communication, si j'ai déployé des moyens pour rassurer mon consommateur et faire rentrer dans le point de vente, il faut que je lui dise et il faut qu'il le sache, parce que s'il ne le sait pas, par essence, ça aura servi à rien. Hein. C'est toujours cette histoire du restaurateur qui se vante de couper au couteau ses tartares de bœuf, mais si aucun consommateur ne le sait, ça ne sert à rien de le faire. Donc, c'est bien dans cette logique-là. Des notions d'éco-responsabilité qui va se retrouver au travers du packaging, et en particulier du packaging en vente à emporter. Notion de gestion du personnel avec des fluctuations qui vont être plus ou moins compliquées au début et voire jusqu'à la fin de l'année, pendant laquelle on ne sait pas combien de personnes il faut en face de combien de convives. Et est-ce que j'ai les bonnes équipes et aussi pouvoir les remotiver dans une dynamique complexe qui a été celle du confinement, hein, même si les gens étaient contents d'être enfermés, quand même cette logique qui est celle d'arriver à les remotiver. Puis aussi la notion de réinitialisation dans son approvisionnement, dans sa relation avec son fournisseur. Voilà plusieurs enjeux. On se dit que le digital est un outil qui peut aider à plusieurs sauces avec plusieurs outils, plusieurs typologies. Sans rentrer dans le détail, parce qu'on va rentrer dans le détail juste après, est-ce que vous pouvez me dire dans quel segment la data ne présente pas d'intérêt, l'information, où est-ce que la data est pertinente? Sur tous ceux que tu viens de citer, à mon avis, la data peut intervenir dans chacun d'entre eux, puisque vraiment dans tous les aspects de la gestion d'un restaurant, on va retrouver au moins un peu de data. Alors dans certains, il y en aura beaucoup plus, mais en tout cas dans ceux que tu viens de citer, vraiment, on la retrouve à chaque fois, selon moi. Rémi, d'accord avec le sujet? Oui, oui, oui. À part peut-être la saveur des produits, je sais pas. Je sais pas si on peut mettre de la data dedans, mais sinon dans le reste, ouais, effectivement. Alors, Et dans la data recette, alors peut-être éventuellement, mais bon, effectivement, tu as raison, dans les informations fournisseurs, peut-être que oui. Mais, ouais, mais même au niveau du goût, il y a aujourd'hui des startups qui essayent d'anticiper le goût d'une recette. Ça existe. je vous avais certainement tous suivi que McDonald's venait de racheter une startup spécialisée dans le traitement de la data, avec comme application de faire évoluer de manière plus dynamique les menus et les prix dans les restaurants. Donc, quand on voit d'aussi grands groupes de restauration carrément racheter des startups, on voit que l'enjeu est réellement d'une très grande importance. Voilà, et je peux compléter avec deux exemples parce qu'il y a une de ces sociétés qu'on accompagne aux États-Unis, qui est une société de livraison en camion, en food truck. Donc, il y a des food trucks qui se positionnent à différents instants, à une heure de la journée, entre midi et à une heure donnée, en fonction du lieu et de l'endroit où ils sont. Il y a un certain nombre de pizzas avec des recettes spécifiques qui sont déjà en train de préparer à l'avance parce qu'ils savent qu'ils vont avoir le flux de commandes nécessaire. Donc, vous voyez, il y a cette logique qui est l'idée de se dire la data m'aura informé des flux d'achat et des flux de typologie d'achat, et donc du coup, j'aurais anticipé et j'aurais fait ce qu'on appelle du prédictif. Voilà. Et si tu regardes d'ailleurs ce qui fait la force des plateformes de livraison,
c'est qu'elles connaissent à l'avance les demandes de clients et quels sont les plats. Si en ce moment, les clients veulent plus du poké ou de la pizza ou du burger. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont la capacité de remonter dans la chaîne de valeur et de devenir elles-mêmes des restaurants en lançant leur propre cuisine partagée. Et donc, c'est pour ça que c'est pas étonnant que McDonald's qui n'a peut-être pas envie que quelqu'un d'autre sache à sa place que veulent leurs clients, investissent justement dans la data. Et donc l'enjeu, c'est maintenant aussi pour le restaurateur indépendant de comment utiliser tous ces outils technologiques pour pas se faire dépasser par les grandes chaînes qui ont beaucoup plus de moyens. Donc, ce qui imposerait d'avoir une base de données clients et de l'exploiter. C'est bien ça, Xavier. C'est possible même pour un restaurant indépendant, d'après toi? Évidemment, c'est tout à fait possible et c'est hyper simple. Il y a des outils complètement adaptés qui le permettent. OK. Impeccable. Ben, c'est justement ce qu'on va essayer de voir avec vous en se situant sur les deux univers de la restauration dans lesquels on va se retrouver. Vous le voyez, le digital intervient sur plein de dynamiques et sur plein de sujets, et parce qu'on se retrouve finalement au sein du parcours du client sur des usages digitaux divers et variés. Ce qui fait clairement appel à la data, parce que si j'ai un système de caisse évolutif, je peux analyser cette data. Si j'ai un matériel connecté, je peux adapter cette dynamique ou un matériel de gestion d'ambiance, de luminosité, je peux adapter cette dynamique par rapport à un instant ou par rapport à une typologie de client. Si j'ai un système de carte de fidélité ou de cagnotage, je peux proposer à mes meilleurs clients des solutions un peu spécifiques. Donc, l'un après l'autre, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous voyez que l'information a du sens selon vous, dans le choix qui vous paraît le plus pertinent, dans ce parcours du front of house, et potentiellement également là où c'est possible pour un restaurateur classique, pas forcément que pour une chaîne de restaurants. Essayons d'être opérationnel par rapport à un restaurateur de moyenne catégorie, de moyenne gamme, de moyenne typologie. Et après, Xavier, tu nous montreras peut-être après, mais on va d'abord faire un tour d'horizon de votre vision et après on regardera les outils que vous proposez par rapport à cela. On commence par celui que vous voulez, je ne sais pas. Peut-être de gauche à droite, peut-être que ça me concerne un petit peu plus. Ouais. Si on regarde finalement, j'en reviens à la notion de relation client et comment on fait pour améliorer l'expérience de son client. Et donc finalement, le digital permet de créer des points de contact supplémentaires par rapport à un client qui auparavant soit téléphonait pour réserver ou qui venait directement. Aujourd'hui, on va pouvoir réserver en ligne, on va pouvoir commander en ligne. Et donc, en fait, à chacune de ces actions, on va à chaque fois recueillir de l'information sur son client, bien sûr ses coordonnées, mais aussi ses préférences et plein d'autres choses. Et donc, l'idée, ça va être de savoir comment on va pouvoir ensuite stocker l'information, la croiser avec d'autres. Et je vois qu'il y avait un commentaire qui disait c'est bien qu'il y ait de la data dans plein d'outils, mais encore faut-il qu'ils communiquent entre eux. Et c'est vrai que c'est un des enjeux majeurs maintenant que le secteur de la restauration se digitalise, c'est comment on va faire pour que les outils communiquent entre eux et que la data puisse transiter. Et c'est pas gagné encore, je le reconnais complètement. Voilà, mais donc finalement, dans chaque étape du parcours client, depuis l'avant jusqu'au pendant, on va pouvoir envoyer le menu sur un format digital. On va pouvoir prendre la commande maintenant à table directement avec un outil sur un smartphone. Tout ça, ça va enrichir finalement la fiche client. Et au bout de 3 ou 4 interactions, c'est-à-dire à travers soit un client qui est venu sur place ou qui a commandé en ligne pour de la vente à emporter ou de la livraison, on va se retrouver avec une fiche client extrêmement riche. On va connaître le ticket moyen du client, ses préférences, ses allergies, la table qu'il préfère, si en général il commande plutôt tel jour, le week-end ou la semaine. Et donc, ensuite, on va pouvoir réfléchir à des stratégies qui ont pour but tout simplement de faire revenir plus souvent un client et de le faire commander ou venir sur place, non pas une seule fois, mais 3, 4, 5, 10 fois dans l'année, grâce justement à cette data qu'on va exploiter dans l'avant, le pendant et l'après, évidemment, pour la fidélisation en envoyant des campagnes marketing qui sont ciblées, qui sont pertinentes pour chacun de ses clients. Donc, un exemple de stratégie que tu peux déployer, c'est que tu peux te choisir après une population segmentée de clients à qui tu vas envoyer une offre spécifique, par exemple. Voilà, et ce qui est encore plus intéressant dans l'ère dans laquelle on entre, qui est plus hybride, où les restaurants, comme tu le disais, vont être à la fois des traiteurs, vont faire du surplace, de l'emporter, de la livraison.
c'est justement qu'on va pouvoir encore mieux, d'une certaine manière, profiler, mais dans le bon sens du terme, les clients pour mieux les servir. Et donc, je te donne un exemple, mais un client qui est venu manger sur place dans les 3 derniers mois, tu vas pouvoir lui dire, si tu fais une commande sur le site du restaurant pour l'emporter ce week-end, je te propose une remise de 20% sur ta commande. Ça, c'est des stratégies qui peuvent être extrêmement efficaces, qui ne coûtent pas très cher, qui permettent de rester propriétaire de sa donnée et de sa relation client parce qu'on gère tout ça en direct. Et puis, 3 mois plus tard, on va pouvoir lui reproposer une nouvelle offre, cette fois-ci pour venir sur place, simplement en ciblant les clients, par exemple, qui ont eu un ticket moyen dans le top 10%, par exemple, de ces clients dont on pense que c'est ceux qui sont les plus à même de dépenser. Donc, en fait, on va vraiment pouvoir prendre la main, finalement, et ne plus subir, parce que finalement, la crainte d'un restaurant, c'est la salle vide. Et parfois, on peut avoir l'impression de subir et de ne pas forcément avoir la maîtrise. Là, on va pouvoir prendre en main le sujet et se dire, là, je suis à 50% de taux d'occupation pour demain soir. Eh bien, je lance une campagne ciblée pour pouvoir faire monter ce taux d'occupation ou bien pour générer de la commande en ligne. Donc, tu vas nous montrer quelques illustrations juste après. On va demander l'opinion de Rémi avant, si tu es d'accord, Xavier. On est d'accord que la data aussi, elle se retrouve aussi au travers du système de caisse et que quand même les premiers réflexes que le restaurateur doit voir, c'est ses jours de fréquentation, le ticket moyen qu'il a réalisé, le nombre de couverts, faire un peu de prédictif par rapport à la météo qui va venir, etc. C'est des choses qui sont aussi complètement connectées avec ça, on est d'accord? Bien évidemment, et d'ailleurs, les systèmes de caisse communiquent maintenant systématiquement avec les systèmes de réservation, puisque la somme des deux data, donc ce qui a été réellement consommé, le ticket, l'addition et les produits consommés et le montant dépensé, ça couplé donc aux informations du client, ça donne vraiment beaucoup d'outils et de campagnes marketing très intéressantes à réaliser. Et donc, tu nous montreras dans les exemples qu'on va voir que ce n'est pas simplement l'apanage des grandes chaînes de restaurants, mais que c'est à la portée de n'importe quel restaurateur. OK. Rémi, de ton côté, une opinion sur cette partie de solutions front of house et de la data correspondante? Oui, alors moi je partirais plutôt du milieu de l'image, là, quand on voit information allergène, menu digital, etc., puisque nous c'est plutôt là-dedans qu'on Votre rayon? intervient. Et après, on peut aller à droite ou on peut aller à gauche. Et en fait, je décrirai plus tard ce qu'on fait, mais l'information allergène, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg, on va dire, parce que c'est une contrainte juridique, donc on est obligé d'informer. Mais en fait, derrière tout ça, il y a beaucoup plus. Il y a tout ce qui est, par exemple, catégorisation des plats, catégorisation des recettes. Il y a par exemple, pour attirer et pour conserver des consommateurs véganes ou végétariens, il faut avoir une offre qui est claire et où l'information circule bien et elle doit être vraiment personnalisée. Donc c'est là que nous, on intervient. Et évidemment, ça a des impacts au niveau du marketing dès le début. Les gens vont, par exemple, sélectionner un restaurant en fonction de l'information qu'ils ont au niveau de la carte. Et ça nécessite pas mal de traitement de la data qui n'est pas toujours à la portée de celui qui justement fait les recettes. Et voilà, donc nous, c'est là qu'on intervient. Et alors après, pour la partie plutôt référencement, etc., on peut aussi remonter l'info en analysant en fait qu'est-ce que les gens consultent, qu'est-ce que le consommateur veut avoir comme information, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il regarde le plus souvent. Et ça permet de se dire, tiens, finalement, je pourrais donner un exemple, je suis un restaurant et j'ai une seule recette végétarienne, mais finalement, en regardant ce que mes consommateurs regardent comme info, je m'aperçois que 20% de mes consommateurs ont un intérêt pour le végétarien, donc j'ai peut-être intérêt à développer mon offre. Donc vraiment, toute la boucle est bouclée à C'est un travers peu le ça. même principe que quand tu vas, bon, la Fnac n'existe plus trop tout à fait, mais en tout cas, c'est le même principe qui disent que celui qui a acheté ce livre-là ou qui a acheté cet outil-là s'est également intéressé à ça. Exactement, exactement. Et après, on peut remonter beaucoup plus loin parce qu'ici, on parle que sur un point de vente, mais on peut aussi donner de l'info sur l'ensemble des points de vente, par exemple d'une chaîne, parce qu'il peut y avoir des changements en fonction de la localisation, ou même par type de restaurant, etc. Là, cette notion-là, elle a vocation
est-ce qu'elle peut aussi, dans cette dynamique-là, se connecter avec le système euh, plutôt lié en cuisine qui va te permettre d'avoir une notion, par exemple, de coût denrée repas ou de coût moyen ou de Oui, quantité que je vais mettre à l'intérieur de ma recette? tout à fait. Et donc donc il y a déjà toute une série d'outils qui permettent de faire ça. Et ça, d'ailleurs, ça rejoint la question à propos de la communication entre les systèmes, puisque nous, on rencontre assez souvent des acteurs qui utilisent déjà des outils de gestion, notamment des commandes, des stocks, etc. en cuisine, et qui ont besoin également de communiquer aux consommateurs. Et souvent, le lien entre les deux systèmes est vraiment très limité. Et donc là, nous, on travaille beaucoup là-dessus. On commence à créer des ponts entre ces systèmes-là. D'accord, super. On va continuer un tout petit peu. Xavier, est-ce que tu veux nous donner quelques précisions sur des exemples concrets sur les solutions que vous apportez connectées à ça sur GenChef? Bien sûr, ouais, ouais, et le but étant pas de parler de nous, parce on n'est pas les seuls évidemment, mais je voudrais juste illustrer ces différents points de contact et à chaque fois la data et comment on peut l'exploiter. Donc, dans le parcours client et avant que votre client arrive chez vous, pour les restaurants qui prennent des réservations ou bien qui proposent le click and collect, bah, vous avez déjà une première interface qui va servir, alors d'une part à informer, puisque comme vous pouvez le voir sur le visuel, le restaurant qui a un module de réservation en ligne va pouvoir utiliser ce module pour communiquer sur les mesures sanitaires qui ont été prises dans le restaurant et donc, c'est comme c'est un critère de choix de restaurant qui va devenir et qu'il est déjà très important, c'est l'occasion, grâce à cette interface digitale, de faire savoir. Euh, Ensuite, évidemment, quand donc un client passe par ce type de module, vous allez pouvoir savoir donc quelles sont ses préférences, évidemment, ses coordonnées, son téléphone portable, son email. Voilà beaucoup de choses que vous allez pouvoir stocker, que vous n'avez pas utilisées immédiatement, mais ces informations et cette data vont être utiles par la suite pour la fidélisation de vos clients. Ensuite, quand bah, le client arrive sur place, ou même, peut-être si tu peux revenir Pardon. sur le diapo juste avant, on a des systèmes grâce à la data. Une fois que votre client est venu une première fois et que, par exemple, la deuxième fois, il ne réserve pas en ligne, mais il veut réserver par téléphone. Eh bien, l'avantage, et là, si tu peux passer sur la suivante, non, c'est celle juste avant. Pardon. Voilà. Et donc, ce que vous pouvez voir en haut à gauche, c'est une technologie qui s'appelle ZenCall et qui permet donc de détecter, lorsqu'un client appelle le restaurant, de détecter qu'il est déjà dans le fichier client et que du coup, vous pouvez afficher donc toutes ces informations, ces coordonnées, sans avoir à ressaisir la réservation avec son nom, son téléphone. Tout est déjà préenregistré. Voilà, donc c'est aussi grâce à cette data, c'est un gain de temps opérationnel dans la prise de réservation. Et je vois aussi qu'on peut Euh, avoir l'historique du mec pour savoir s'il vous a planté plusieurs fois ou s'il a annulé ou pas. Évidemment, donc le no-show, qui est un vrai problème pour les restaurants qui prennent des réservations, peut être évité parce que déjà, on sait qu'un client a déjà fait un no-show. Si vous avez un cahier de réservation papier, donc par définition, qui ne stocke pas l'information et qui ne peut pas la permettre de l'exploiter, même si vous avez marqué no-show à côté du nom du client, vous ne retrouverez jamais l'information. Là, elle est structurée et elle s'affiche au moment où vous en avez besoin. Et là, vous pouvez prendre la bonne décision, par exemple, demander une empreinte bancaire à un client qui aurait déjà fait un no-show par le passé. C'est le type d'utilisation qu'on peut avoir. Ensuite, la data, bah, elle permet, encore une fois, je continue sur le cahier de réservation. Le cahier de réservation, historiquement, c'est du papier qui est propice à ne pas pouvoir se relire, qui n'est pas propice à la collaboration avec toutes les personnes qui peuvent gérer les réservations, qu'on ne peut pas forcément emmener avec soi quand on est en coupure entre le service du midi et du soir. Et donc, si tu peux revenir juste avant. Bah, excuse-moi, parce que Non, le non, mot t'inquiète pas. ensuite me pousse à plus tourner la page, c'est pour ça. Non, non, t'inquiète pas. Mm. Et donc voilà, donc en fait, un cahier de réservation digital va permettre d'avoir une information structurée, qui est lisible facilement et surtout qu'on peut apporter n'importe où, qu'on a dans sa poche en permanence. Et donc, bah, ça va faire gagner du temps et ça va aussi permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire du taux de remplissage de son restaurant en temps réel. Et ça, on ne pourrait pas le faire non plus sans la data. Et puis peut-être pour finir sur cette slide, la data, elle permet aussi de faire du surbooking puisque quand on a un cahier de réservation digital et qu'on connaît le taux d'occupation en temps réel
eh bien, on peut se permettre de mettre en place des systèmes de liste d'attente qui vont permettre d'optimiser le taux de remplissage d'un restaurant en mettant des clients en liste d'attente, même si on est complet pour un service. Et immédiatement, lorsqu'une place se libère, en un clic, les informer et leur permettre de valider leur réservation. Voilà, donc tous ces outils digitaux qui exploitent la data vont permettre un gain de chiffre d'affaires et un gain de temps dans l'opérationnel. Et puis peut-être pour un dernier exemple, et qui est peut-être l'avant-dernier, pardon, du coup, Ouais. sur la précédente. Une fois qu'on a toutes ces informations, qu'on commence à avoir plusieurs milliers de fiches clients extrêmement complètes et riches d'informations dans son outil digital, on va pouvoir les utiliser pour segmenter son fichier client, savoir quel est le top 10 de ses clients en termes de nombre de venus, par exemple, quel est le top 10 en termes de chiffre d'affaires. Ça, c'est possible grâce à la connexion entre la caisse et le fichier client, qui est tout à fait possible aujourd'hui. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ces données pour informer des nouveaux menus, des événements, envoyer des offres spéciales. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Souvent, je vois des restaurants qui proposent moins 50% sur l'addition pour les nouveaux clients, à tous sur des plateformes. Je trouve que c'est pas logique. On devrait, grâce justement à un fichier client bien riche et de qualité, plutôt valoriser ces clients fidèles et essayer de les fidéliser encore plus en leur proposant à eux des offres spéciales et qui auront pour avantage en plus de ne pas être visibles partout de tous, ce qui peut dégrader l'image du restaurant, et donc de plutôt investir dans la fidélisation plutôt que d'aller proposer des offres agressives à des clients qui n'auront même pas forcément demandé. Et puis peut-être un dernier usage, c'est de faire du cross-selling en fait, donc de la vente croisée. Et voilà ce que je disais peut-être en introduction, je ne vais pas le répéter, mais c'est d'aller chercher les clients qui ont commandé une fois et de leur proposer de venir sur place et inversement. Et donc vraiment de générer un maximum de chiffre d'affaires récurrent sur sa clientèle grâce à la data. Et puis, pour finir, la data, évidemment, c'est un formidable outil de connaissance client qu'on va pouvoir utiliser grâce aux avis. Le fait simplement de demander l'avis de ses clients, ce n'est pas juste pour se féliciter et se faire plaisir, mais c'est surtout un outil de pilotage extrêmement utile qui va permettre, grâce à ce que vous pouvez voir à l'écran, par exemple, de dégager des mots-clés qui reviennent le plus souvent dans les avis, de pouvoir, par exemple, savoir si les clients se plaignent d'une salle qui est trop bruyante. Nous, on a certains clients qui, grâce à la data collectée, ont fait des travaux dans leur restaurant parce qu'ils voyaient que systématiquement, il y avait des avis qui revenaient pour se plaindre du bruit ou des avis qui se plaignent, je ne sais pas, d'un plat en particulier qui n'est pas au bon prix. Tout ça, en fait, ça va permettre de faire évoluer son offre très, très rapidement. Même si on n'est pas un groupe de restauration ou une chaîne, on va pouvoir quasiment chaque jour faire évoluer son offre. Et même sur la partie RH, puisque les avis clients permettent de savoir si un serveur est super compétent et sympathique ou alors un petit peu moins où il va falloir recadrer. Voilà, donc c'est quelques exemples, mais il y en a encore plein d'autres qu'on pourrait citer de l'exploitation de la data dans la relation client. Oui, alors je réponds juste à une question dans la foulée qui a été posée, enfin deux questions en même temps. Première question, Xavier, il faut bien idéalement avoir la capacité de pouvoir centraliser tous les outils pour pouvoir en fait avoir une data centralisée. Je parle de base de données clients. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit impératif. Vous le proposez, vous, par exemple, sur ZChef, et c'est impératif. Et je groupe avec ma deuxième question, qui est celle de dire comment faire pour obtenir la data, les coordonnées du client, quand il vient spontanément dans le point de vente et qu'il va repartir et que justement, tu veux après le féticher, entre guillemets, et donc tu veux collecter de l'info. Comment faire pour arriver à ça sans que ce soit trop lourd? C'est une excellente question puisque souvent les restaurants font du passage et de la réservation. Donc pour un restaurant qui a 50% de passage, les gens qui rentrent dans le restaurant ne donnent pas leur nom, leur téléphone et leur mail. Donc on a vu certains restaurants historiquement qui mettaient une petite boîte pour mettre sa carte de visite par exemple et puis qui après ressaisissaient tout ça dans un fichier Excel. Bon, c'est pas hyper pratique non plus. Le mieux, c'est de donner une raison au client de laisser ses coordonnées sur place. Alors, quelques stratégies qui peuvent exister. Exactement, j'en vois une c'était une de celles qui me venait en tête, c'est le Wi-Fi. On peut demander à son client pour utiliser le Wi-Fi du restaurant de laisser son mail et ça marche bien. Il y a des solutions qui existent pour faire ça. Et ça va marcher de plus en plus, il faut le préciser, parce que le télétravail va se multiplier au fur et à mesure du temps dans le contexte post
Covid. Et donc, du coup, il va y avoir de plus en plus de clients qui vont venir pour travailler toute la journée dans un bar, hein. Exactement, il ne faut pas hésiter à offrir le Wi-Fi contre les coordonnées. Une autre stratégie, puisque le paiement sans contact est quelque chose qui va devenir de plus en plus important, quand vous mettez un QR code sur une table pour proposer à un client de consulter la carte et ensuite, pourquoi pas, de commander, là, on va lui demander ses coordonnées pour pouvoir commander et ensuite payer depuis son téléphone. Donc, c'est un nouveau point de contact digital sur place qui n'existait pas auparavant et qui va se développer. Si, par exemple, même si une personne est déjà dans son fichier client, mais qu'elle vient en passage, on peut simplement lui demander son nom, faire une petite recherche et simplement indiquer que la personne est venue, même si elle n'a pas réservé. Alors pour ça, il faut déjà avoir ses coordonnées, mais ça facilite le fait de savoir qu'elle est revenue cette fois-ci. Voilà, donc il y a mais c'est vrai que le surplace, il n'y a pas forcément de solution miracle, hein, parce qu'il y a encore des clients qui viennent et qu'on ne connaît pas et qui ne veulent pas forcément laisser leurs coordonnées. Mais dans l'ensemble, grâce justement à la réservation, à la commande en ligne, etc., la part de clients qu'on connaît est peut-être passée de 10-20% à aujourd'hui plus de 50, 60, 70%, et ça va faire que continuer à s'accroître. Super. On passe avec toi, Rémi. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue de ces solutions qui sont les solutions back-of-house? Et après, on enchaînera, comme on a un timing un peu pressé, on enchaînera sur les solutions Newbill et dans quelle mesure la data et l'information intervient, si tu veux bien, Xavier. Et du coup, toi, de ton point de vue, quand tu vois ça, est-ce que tu vois une exploitation pertinente de la data et de l'information au travers de toutes ces solutions qui sont des solutions en cuisine ou en relation avec la salle? Oui, je suis un peu pris au dépourvu là, mais au niveau des recettes interactives, par exemple, on peut beaucoup plus personnaliser, à mon avis, les recettes, parce qu'il y en a qui sont faites bien à l'avance et puis il y en a qui sont faites vraiment au moment où le client arrive. Je pense aussi qu'on peut, nous, pas mal de nos clients, surtout dans la restauration collective, souffrent beaucoup de pertes, donc de déchets en fait qui pourraient être tout à fait évités s'ils connaissaient un peu mieux la typologie des clients qui arrivent. Donc à la fois axer ce que Xavier disait, donc pouvoir comprendre, savoir à l'avance qui va venir et en fonction de ça, pouvoir préparer les bonnes recettes. Donc, il y a déjà cette dynamique-là. Est-ce Ouais. que tu peux nous détailler un tout petit peu donc, les services de Newbill et dans quelle mesure la data et l'information intervient? Oui, tout à fait. Donc en fait, comme je le disais au début, nous on est très orienté vers tout ce qui est nutrition et environnement. Le principe, c'est d'abord de répondre à une contrainte juridique qui oblige en fait tout acteur dans l'alimentaire à informer au moins sur les allergènes. Ça fait déjà depuis plusieurs années, mais en plus, voilà, si vous faites du packaging, si vous êtes traiteur et que vous livrez à domicile, en principe, vous devez aussi indiquer les informations nutritionnelles de base, comme les calories, les lipides, les glucides, etc. Et même si la loi est d'application depuis pas mal d'années, ce dont on s'est aperçu, c'est que globalement, 50% des acteurs ne répondent pas à cette loi, et sur les 50 autres pourcents, on estime que la moitié n'arrive pas à répondre correctement. Ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart ne savent pas que leur responsabilité pénale est engagée. Donc, s'il y a un souci, ils peuvent vraiment avoir d'assez gros problèmes. Mais en fait, c'est assez normal que cette situation soit celle-là parce que ce n'est pas du tout leur métier de faire ça. Et que le premier problème, c'est d'aller chercher l'information où elle est. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait. On va récolter de l'information dans des bases de données externes, on la vérifie parce que beaucoup de cette information n'est pas forcément correcte ni très bien structurée. Et puis, on la manipule et on fait en sorte de pouvoir présenter l'information sur n'importe quel type de produit, n'importe quel type de recette, de manière compréhensible. Ça, c'est uniquement le point d'entrée. Je parle des aspects allergènes. Après, on va sur les nutriments, bien sûr. Mais comme les choses évoluent, que les gens sont de plus en plus sensibles aux aspects healthy, donc tout ce qui est santé, on va aussi pouvoir fournir de l'information comme les vitamines, les minéraux, etc., et l'adapter en fonction des profils des consommateurs. Le Nutri-Score commence à rentrer aussi dans essentiellement en France, en Belgique et en Suisse, parce qu'il est de plus en plus présent dans la grande distribution, mais il commence à intervenir notamment dans la restauration collective des grands acteurs qui améliorent
annoncent qu'ils vont utiliser le Nutri-Score comme moyen de scorer en fait leurs recettes. Donc on calcule ça aussi. Et en Angleterre, ils sont aussi très sensibles, par exemple, à tout ce qui est score à travers le Tricolor Light, donc qui est un équivalent du Nutri-Score. Et puis l'environnement aussi, c'est aussi un sujet qui intéresse pas mal. C'est assez difficile de remonter de l'info et de la remonter de manière correcte et de l'exploiter. Mais on fait ça aussi. Donc on calcule pour des recettes le coût en CO2, le coût en eau, le coût en surface de sol. On va distinguer s'il y a des poissons durables ou pas dans l'assiette, etc. Et Qui ça, est une démarche de plus en plus forte sur laquelle le restaurateur a envie de pouvoir communiquer à destination de ses consommateurs et de les rassurer. exactement. Et ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que, et je parle plutôt des grands groupes, mais je pense que ça va venir sur les moyennes et les plus petits, c'est qu'au départ, c'est plutôt vu comme une contrainte. Donc, on a la grande restauration collective qui arrive chez nous en disant, ben, pour répondre à mon cahier des charges, je suis obligé d'informer sur ce type d'information et je ne sais pas le faire. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils le font parce qu'ils sont obligés pour remporter leur contrat. Et puis après, ils réalisent la valeur ajoutée de jouer cette transparence parce que ça fidélise leurs consommateurs. Et en fait, souvent, ils amplifient le système. Donc, au départ, ils sont sur quelques sites. Et au bout d'un moment, ils disent bah, OK, on a bien vu que ça nous rapportait. C'est un élément de différenciation très important. Ouais. Et donc, ils basculent sur l'ensemble de leur site. Donc ici, c'est les trois piliers de la techno. Je vais aller assez vite parce que c'est assez technologique, mais Oui. globalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte l'info parce que ça, c'est un des très gros problèmes. On trouve pas mal de technos qui vont traiter des recettes, etc., et vont sortir les allergènes, mais le problème, c'est que souvent, le restaurateur ou l'équipe doit rentrer les informations elle-même. Et ça, c'est un gros, gros problème. Et donc, si je devais utiliser une métaphore, je dirais que dans l'automobile, vous avez ceux qui vendent les voitures et puis vous avez ceux qui vendent l'essence. Et dans le software, vous avez aussi ça. Vous avez des gens qui vont vous fournir des softwares capables de traiter de la donnée et puis vous avez des gens qui vont vous vendre de la donnée. Nous, on fait les deux. En fait, on vend la voiture avec l'essence et on vérifie que l'essence est de bonne qualité. Voilà. Et puis, on fait un très gros effort aussi pour partager l'information, pour que nos clients partagent l'information avec leurs consommateurs. Donc ça, si tu peux passer à la prochaine. Voilà. Et là, en fait, on a un exemple du type d'info qui est disponible. Donc, par exemple, sur la gauche, ben, quelqu'un propose une salade César au poulet. Donc, on présente les informations nutritionnelles de base, donc les allergènes à travers une vidéo, et puis les informations sur les calories, les pics, glucides, etc. Et si le consommateur en veut plus, ben, il scanne le QR code et alors il rentre dans le système et il peut avoir un accès à toute l'information. Ici, c'est juste un exemple. À droite, c'est un exemple beaucoup plus touffu où on montre les aspects impact planète, etc. Et toute cette info, elle peut aussi être poussée dans d'autres systèmes parce qu'on n'est pas les seuls. Donc, par exemple, qui présente des cartes, etc. Et cette info, on crée donc ce que j'appelais les ponts entre les systèmes. Et à ce moment-là, le design, le look, les couleurs, etc. peuvent être tout à fait adaptés. Et alors la prochaine, ben là, c'est plutôt au niveau des Collectif. menus, notamment dans la restauration collective. On a par exemple des clients qui créent ce genre de menu très très vite. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est connecté. C'est-à-dire que si un ingrédient change ou une recette change, le menu change automatiquement. Il n'y a plus besoin de faire des retouches, il n'y a plus besoin de faire de l'édition à chaque menu, etc. C'est extrêmement euh, euh, fluide. Et on a par exemple des clients qui envoient ce type de menu, qui livrent les écoles par exemple, et qui envoient ce type de menu aux parents des élèves tous les lundis. Comme ça, chacun sait ce qui sera dans l'assiette et s'il y a des problèmes d'allergie par exemple, ben, ce sera réglé. Voilà, donc ici j'arrive à la fin. Donc les valeurs ajoutées, ben, donc, d'abord c'est un système qui est vraiment adapté à tous les niveaux d'usage. Donc ça peut être pour des grandes structures comme des toutes petites structures. Ça sécurise au niveau de tout ce qui est règlement juridique. Ça répond à une demande de transparence que nous on estime être de plus en plus forte. C'est un facteur différenciant qui est vraiment très intéressant et ça peut toucher vraiment à tous les types de consommateurs et c'est évolutif. Donc on peut commencer uniquement sur les allergènes et 2 ans plus tard, informer au Continuer. niveau de l'impact environnemental.
Super, impeccable. Il nous reste quelques minutes. Donc, justement, l'idée, c'était juste de pouvoir répondre éventuellement à certaines questions. J'en ai une déjà qui a été posée relative à ce qu'on pense aujourd'hui des programmes de fidélisation et des programmes de cagnotage qui peuvent exister sur ce marché, en particulier avec une restauration de plus en plus hybride. Moi, de mon côté, je sais d'office que pour avoir mené une étude il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, que effectivement le consommateur dans plusieurs pays attend de son restaurant qu'il lui propose des promotions et des avantages dans le contexte de reprise et de retour dans le point de vente. Donc effectivement, ça fait un peu vendeur et marchand de tapis, mais à l'arrivée, tous les moyens sont bons pour faire re-rentrer le point de vente, le consommateur dans son point de vente. Et j'ai envie de dire par rapport à une boutique de fringues ou par rapport à d'autres univers, pour s'assurer même que je ne vais pas attendre le consommateur, mais que je vais l'attirer dans mon point de vente. Je vais faire des efforts pour ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les programmes de fidélité? Non, mais c'est certain, pour revenir sur le fait d'aller chercher un client qui est déjà venu, le faire revenir plus souvent, quel que soit le type de point de vente, il est évident que c'est une stratégie qu'il va falloir développer, qui est beaucoup plus efficace que d'aller. Il coûte toujours moins cher de faire revenir un client plutôt que d'aller en chercher un nouveau. Et en plus, c'est quelque chose qui est plus pérenne. Donc, tous les outils digitaux qui permettent ça, bien sûr, il faut qu'ils soient adaptés au type de restauration. Quand on a un restaurant gastronomique, on va peut-être pas faire une carte de fidélité. Il faut vraiment que ce soit cohérent avec l'expérience qu'on veut proposer. Mais c'est certain qu'il faut investir là-dedans. Oui, oui, tout à fait. Alors, il nous reste que 4 minutes, mais pour insister sur ce sujet qui est quand même très intéressant, c'est vrai que ça peut paraître cheap de faire des réductions sur l'addition, mais en même temps, quand c'est bien amené, intelligemment amené, qu'on s'adresse justement à un client qui revient, c'est un enjeu fondamental. Pour rappel, avant le confinement, ce qui caractérisait notre consommateur, c'était la volatilité, la très grande difficulté d'arriver à le faire retourner dans le point de vente régulièrement, mais de s'assurer qu'il vienne au moins une fois par semaine. Donc, fini la fidélité 5 midi par semaine, mais au moins une fois par semaine, c'est déjà un bel objectif, sachant que le consommateur, et en particulier les plus jeunes, ont toujours l'opinion de se dire qu'est-ce qui se passe à côté. Donc, ils ont toujours cette curiosité qui les retient. Par contre, effectivement, avec une carte de fidélité, je vais pouvoir attirer un consommateur. Et dans le contexte post-Covid, il faut se rappeler que notre consommateur va revenir timidement dans le point de vente, dépenser des paniers moyens 40 à 50% inférieurs à la situation habituelle. Ce n'est donc que par les solutions qu'exposait Xavier que le consommateur va pouvoir revenir et dépenser un peu plus et un peu plus et un peu plus. Et par définition, l'offre du restaurant qui devient hybride est plus propice à la fidélisation. Puisque, imaginons, prenons le cas d'un restaurant gastronomique qui a un menu, je ne sais pas, à 80 € par tête. S'il a développé une activité de vente à emporter qui forcément sera avec un ticket moyen inférieur, mais qui correspondra quand même à l'image du restaurant, donc ce sera de la bistronomie ou de la gastronomie, mais peut-être qu'avec ce sera un ticket moyen à 30 ou 35 €. En fait, ce restaurant va avoir une nouvelle capacité à aller chercher des clients dans un spectre qui est beaucoup plus large. Et ensuite, peut-être que le client qui est rentré par un nouveau point d'entrée qui était la vente à emporter va devenir un client du surplace. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette hybridation de la restauration, c'est qu'on va largement élargir toutes les stratégies possibles, à la fois de clientèle et de fidélisation. Alors, encore une fois, et je reviens là-dessus, et après on va bientôt devoir se séparer de nos participants, toujours cette notion de réduction qui est toujours un sujet qui pourrait faire une conférence à elle toute seule. Hein. On a fini la période où la réduction pouvait être considérée comme une dégradation de son offre. Tout dépend comment est-ce que je dois considérer mon produit. Si je le brade à moins 60% ou si effectivement c'est les invendus de la journée, ça peut avoir une connotation un petit peu dégradation de l'offre, mais ça fait partie de l'enjeu. Par contre, si j'ai un plat qui est magnifique, qui respecte cette dynamique de premium, qui respecte cette dynamique de healthy et qui, dans le même temps, en fait, va proposer une remise ou un cagnotage à des gens qui le méritent, je ne vois pas le côté négatif de la chose et je dirais que c'est peut-être même une des solutions importantes pour le futur. Malheureusement, il ne nous reste plus qu'1 minute, ça va couper. C'est-à-dire que c'est très exécutif, hein, ça va couper. Vous voyez les coordonnées de nos participants qui sont notés ici, Rémi et Xavier. Je vous remercie Rémi, merci Xavier. Merci à tous. On vous invite à aller vous balader sur le forum pour aller effectivement participer avec d'autres
d'autres experts du marché, d'autres experts de l'univers, participer aux autres conférences et jouer à la roulette pour tomber par hasard, gagner quelque chose et tomber par hasard avec une personne qualitative. Je crois qu'il y a Bill Gates parmi les gens. Si jamais vous tournez, vous pourrez peut-être tomber sur lui. Mais c'est en fait une chance sur 1 milliard. Donc, je vous invite à y jouer. Voilà. Merci pour tout. On sait où vous retrouver. Voilà vos coordonnées pour Yumi, les ZChef. À très bientôt et bonne continuation sur Food Hotel Tech. Profitez-en. Merci, Nicolas. À bientôt. Merci, Xavier. Au revoir. Au revoir à tous.